En fait, je me souviens que quand j'étais petit, l'extrême chance d'avoir eu accès à un Apple IIe, j'avais eu comme cadeau un Apple IIe, et donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique. Nokia. Donc tu arrives chez Nokia et qu'est-ce qui se passe alors chez Nokia? Ce qui se passe chez Nokia déjà, les ventes en ligne, ça va cannibaliser nos ventes avec The Phone House, qui n'existe plus non plus. Si votre expérience client de bout en bout fonctionne pas, les gens vont pas revenir, ils vont pas être ambassadeurs, ils vont pas parler de notre marque. Va être avec mon passé d'architecte, je leur dis mais là ça fonctionne pas, c'est pas comme ça, le client il va pas s'y retrouver, enfin le visiteur ne va pas s'y retrouver. Arrête de te plaindre, si t'es pas content, va au marketing. Ça m'a piqué au vif, et parce que j'étais un peu frustré, parce que je voyais des trucs qui n'étaient pas bien foutus, et comme tout se passait au marketing, j'ai ok d'accord, je vais aller au marketing. Donc j'ai repris des cours de marketing en cours du soir aux arts et métiers. Qu'est-ce qu'on veut faire avec le site e-commerce? Qu'est-ce qu'on va vendre? À qui? À quel prix? Comment ça s'intègre par rapport aux autres canaux de vente? Quelle va être la saisonnalité? Quels vont être les produits ou les gammes que l'on va mettre en avant? Quel budget marketing? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'e-commerce? BlockTech is the only white-label software in the world offering fractional real estate crowdfunding with a royalties-based model. BlockTech allows you to convert every client in your database into investors. Set the minimum amount you want and let your clients acquire fractions of real estate properties. They earn rental yields, monthly, quarterly, or annually, while you generate commissions continuously as clients invest in property shares every day. Our royalty-based model is fully automated, ensuring effortless revenue growth and seamless operations. Elevate your business with BlockTech's innovative solutions, the future of real estate investment. Book a demo now and start generating commissions every day with our revolutionary platform. Bonjour à tous, je suis Grégory Brenig et aujourd'hui je reçois Arnaud Gage dans Business Legend. Bienvenue Arnaud, bienvenue dans le podcast, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Business Legend, c'est un podcast qui retrace les histoires personnelles et professionnelles de ceux qui, à leur manière, ont marqué leur domaine. Ici, on ne parle pas uniquement de réussite, mais on parle de parcours, de choix de vie, de moments de doute, de prise de risque, d'échecs même, et parfois de véritables tournants décisifs. Que tu sois entrepreneur, investisseur, créateur, salarié ou indépendant, si tu es passé par des moments forts qui t'ont transformé, alors toi aussi tu as une légende à raconter. Pendant une trentaine de minutes, on va remonter le fil de ton histoire. On va parler de ton enfance, de tes débuts, de ce qui t'a construit, des étapes clés, des défis et bien sûr de ce qui t'anime aujourd'hui. Le but, c'est d'inspirer, de partager sans filtre et de montrer l'envers du décor de ceux qui font bouger les lignes. Alors encore une fois, Arnaud, merci d'avoir accepté notre invitation. On est là pour raconter ta légende. Et pour démarrer, comme on le fait toujours dans Business Legend, je vais te laisser la parole et donc je vais te laisser te présenter à notre audience. Qui tu es, Arnaud Gage. Eh bien, écoute, merci Grégory. Bonjour à tous. C'est une grande première pour moi. J'ai jamais fait d'interview avant. Donc, je m'appelle Arnaud Gage. J'ai passé 30 ans dans le digital et plus particulièrement 20 ans dans l'e-commerce. Je me fais appeler le docteur digital puisque j'ai récemment monté mon cabinet de conseil Nexperio. J'ai pu travailler dans des grands groupes informatiques et télécoms où j'ai lancé les ventes en ligne pour atteindre des chiffres d'affaires assez substantiels. Alors j'étais pas tout seul, hein, bien évidemment, mais effectivement ça a été un parcours une trajectoire un peu, on va dire pas chaotique, mais avec des rebondissements. J'expliquerai tout à l'heure d'où Ouais. je viens et ce que j'ai fait et quel type d'études et comment je me suis retrouvé là. Mais c'est vrai que voilà, la vie est pleine de surprises.
C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Écoute, je suis ravi de t'avoir ici avec nous. Toi, t'es basé où? T'es basé en France? Dans quelle région? Alors, je suis basé en France, en région parisienne. En fait, après mon bac, j'ai vécu en province. Après mon bac, je suis venu à Paris. J'ai fait des études d'architecture intérieure et de scénographie. Waouh! Donc, je suis architecte d'intérieur et scénographe de formation. Mais rapidement, je me suis intéressé à autre chose parce que, bah, à l'époque, je faisais beaucoup d'images par ordinateur, d'images en 3D et de 2D. J'avais un frère qui était directeur financier d'Adobe, donc j'avais effectivement la possibilité d'avoir accès à toute la suite à l'époque, Photoshop, Illustrator, où j'ai fait mes armes là-dessus. Et puis très rapidement en 95, c'était le début d'Internet en France avec les premiers access providers. Et j'ai commencé à faire d'abord du graphisme, tout bêtement, pour des sites internet. Et puis on m'a dit, bah ça serait intéressant que tu fasses aussi les sites. Avec ton passé d'architecte d'intérieur, tu Pas as mal. aussi une certaine façon de construire des espaces. Donc ça peut être intéressant de voir ce que tu peux en faire. Donc j'ai appris l'HTML sur le tas. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien du tout. Donc c'était euh, beaucoup d'apprentissage tout seul. Et voilà, et ça m'est resté parce que j'apprends beaucoup de choses en me documentant et en regardant un petit peu. Alors maintenant, c'est YouTube, il y a plein de choses. Effectivement, c'est le bonheur pour apprendre plein de choses. Mais à l'époque, fallait un petit peu se décarcasser la tête et aller chercher l'information et regarder tout ça, quoi. Ouais, aujourd'hui, l'information est plus accessible qu'avant, mais il faut toujours être un peu débrouillard et aller la chercher, quoi. Même si c'est plus simple, parce que on peut rester derrière les gens qui nous écoutent aujourd'hui, les jeunes qui nous écoutent, ils peuvent pas comprendre. Mais à l'époque, quand on avait une idée, il fallait aller peut-être à la bibliothèque ou, enfin, c'était un truc Absolument. qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Et même au tout début d'internet, fallait faire attention parce que c'était pas de l'internet comme aujourd'hui, enfin sans limite, illimité. C'était fallait faire attention parce que ça coûtait cher. C'était sur évidemment le cuivre et fallait appeler. Il y avait le fameux modem, la ligne était occupée. Si on vivait chez ses parents, qu'est-ce que tu fais encore sur internet? J'en passe, et des meilleurs, mais voilà, il fallait vraiment chercher l'information, mais c'était aussi un petit peu le Far West dans le sens où il fallait il fallait effectivement se gratter la tête, regarder, chercher. Il y avait pas encore des moteurs de recherche. Enfin bon, c'était voilà, c'était le tout début et c'était assez intéressant de participer à cette révolution parce que c'était vraiment une révolution. Cet accès à l'information. Aujourd'hui, peut-être qu'on dirait, il y en a trop d'informations, on est noyé. Donc c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que là, il faut être plus filtrant, faire attention à ce qu'on lit, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a beaucoup de fake news et plein de choses qui ne sont pas vraies. Donc toujours rester très en alerte, et c'est aussi un exercice intellectuel de se dire bon, on me donne de l'information, mais est-ce qu'elle fait sens? Bon, c'est un autre sujet, un autre débat. Ouais, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que l'information, on a noyé les réseaux d'information, on a construit toutes ces informations, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as raison de le signaler, parce que nous, on n'a pas appris à comprendre l'information qu'on lisait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve il faudrait fabriquer toute une éducation pour les générations à venir pour vraiment comprendre quand on a une information, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle veut dire, pourquoi, etc. Elle existe, etc. C'est vrai que c'est intéressant. C'est un autre sujet, effectivement. C'est un autre sujet. Du coup, on va revenir dans la fin des années 90 où du coup, tu montes des sites internet, donc tu monétises cette activité, c'est ça? Alors, j'ai travaillé pour une agence qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait W-Cube, où je faisais donc juste du graphisme. Et puis très rapidement, j'avais vu une annonce pour un truc obscur qui s'appelait Wanadu à l'époque. Ah C'était ouais. le tout début, et ils cherchaient justement une personne qui était censée faire du graphisme. Donc j'ai intégré le studio graphique de Wanadu à l'époque. Puis donc c'était vraiment à la production. J'étais un des premiers graphistes. On était deux, hein. Donc j'étais le premier, puis il y en a eu un deuxième après.
Et puis, là, c'était, génial parce qu'on avait accès à de la technologie, donc auquel j'avais pas eu accès avant, comprendre ce qu'était internet, comment ça fonctionne, un peu de la technique que bon aujourd'hui est un peu, datée, c'est on a un peu évolué, mais malgré tout les fondations, les fondements, sont les mêmes. Hem et puis souvent, on recevait, donc des cahiers des charges où il fallait faire des sites internet selon telle et telle chose et puis avec mon passé d'architecte, je leur dis: «Mais non, là ça fonctionne pas, c'est pas comme ça, le client il va pas s'y retrouver, enfin le visiteur ne va pas s'y retrouver, ze oh arrête de te plaindre, si t'es pas content, va au marketing» et ça m'a piqué au vif et parce que j'étais un peu frustré parce que je voyais des trucs qui étaient pas bien foutus, on va dire. Et comme tout se passait au marketing, j'ai OK, d'accord, je vais aller au marketing. Donc j'ai repris des cours de marketing en cours du soir aux arts et métiers, pour justement pouvoir intégrer. Je m'étais mis d'accord évidemment avec les RH, donc c'est comme ça que j'ai migré vers le département marketing où là on était c'était un peu les anciens product owners et je suis passé responsable des sites de téléchargement de logiciels gratuits et payants. Mais surtout, on essayait de vendre de l'espace, publicitaire puisqu'à l'époque, c'était comme ça qu'on finançait, hem, on finançait donc la boîte avant d'être acheté par Orange. C'était surtout de la vente d'espaces publicitaires. On monétisait en fait le trafic et c'était vraiment la première façon de faire de l'argent, on va dire, sur internet. C'était, par, l'audience. Donc c'est pour ça que, Wanadoo, fournissait de l'accès, mais essayait de monétiser de l'audience en essayant de vendre de la publicité de l'autre côté. Exact, exact, je me souviens. Et donc, Voilà. Wanadoo, tu passes au marketing. Exactement. Tu apprends. J'apprends évidemment, on apprend, ce qu'est qu'un PAP, comment, les bannières, les tailles, comment ça fonctionne, le GIF animé, aujourd'hui ça paraît complètement, délirant, mais avant c'était statique, puis c'est devenu animé, le flash qui n'existe plus. Voilà, toute cette technologie, heu, et ça a son importance. Si je dis ça, c'est parce que il faut pas prendre pour acquis une technologie, ça évolue très rapidement. La technologie évolue très rapidement et d'où l'intérêt de rester toujours sur la brèche et de toujours se documenter, toujours aller chercher, toujours rester curieux. Voilà. Oui, ça c'est très important de rester Ouais, curieux. Je le précise parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se bloquent sur leur savoir, sur leurs acquis, et du coup ils arrivent. Et c'est important parce que du coup même les jeunes ils arrivent plus à apporter. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on apporte aussi de l'innovation, on apporte des nouvelles idées, et il faut rester ouvert aussi aux idées. c'est ça et j'ai envie de dire avec mon grand âge, que, les nous, on doit rester, curieux de ce qui se passe maintenant, mais à contrario, j'ai envie de dire aussi, heu, pour les jeunes générations, regardez aussi parce qu'on peut aussi en tirer un enseignement. Ça n'a pas été, inventé aujourd'hui, ça a été inventé il y a quelques dizaines d'années maintenant, mais que les fondements, aujourd'hui on parle d'architecture, client-serveur, ça marche encore pour le MCP en intelligence artificielle. Ça reste du client-serveur. Bon, mais voilà, c'est ce genre de petites choses, c'est essayer d'avoir des relations intergénérationnelles qui sont un peu compliquées parfois. Mais bon, là encore, c'est un autre débat. Donc voilà, je suis resté 5 ans chez Wanadoo, rachat d'Orange et cetera, explosion du nombre d'abonnés, voilà. Donc je fais partie d'un des fondateurs de Wanadoo, même si j'aime pas du tout ça. J'ai rien fondé du tout moi. J'ai juste participé à l'aventure et c'était une belle aventure. Et puis une personne de chez Wanadoo, est partie chez Palm, qui n'existe plus encore aujourd'hui. À l'époque, on appelait ça les Palm Pilotes. C'était, disons les anciens, les organisateurs, de poche. On organisait, ses contacts, on pouvait surfer sur internet quand on était connecté, Heu, alors c'était un peu particulier parce qu'il y avait des technologies, pour télécharger le site web et le regarder offline. Voilà, donc c'était un peu l'ancêtre on va dire du smartphone sans la partie, phone. Ouais, c'est iPad. Ouais, iPad, ouais, c'est ça, mais iPad vraiment, petit, Oui, basique et petit, le taille fameux de téléphone. stylet,
voilà, le fameux stylet pour écrire dessus, prendre des notes, et puis on pouvait synchroniser, on pouvait transmettre euh, donc sa carte de visite à d'autres personnes qui avaient le Palm. Enfin bref, ça faisait un peu club fermé. C'était des anciens d'Apple qui avaient monté Palm. Et puis donc cette personne était là-bas pour s'occuper des sites web pour l'Europe et le Moyen-Orient, enfin Middle East, Africa, IMIA comme on dit, et qui avait besoin d'un second pour justement s'occuper de ces sites, les faire vivre, etc. Donc c'était vraiment du marketing. Donc je me suis occupé de ça pendant quelques années. Et puis ils ont eu la bonne idée de commencer à vendre sur Internet, voilà, en partenariat avec des digital rivers qui n'existent plus non plus, qui a mis la clé sous la porte très récemment. Et donc quand ils se sont mis à vendre, bah, je suis passé de l'autre côté pour commencer à parler de web marketing et non pas de marketing digital. On appelait ça le web marketing avec bah, le lancement des liens sponsorisés, avec l'affiliation, ce genre de choses, évidemment les newsletters, le CRM. Et donc c'est comme ça que j'ai appris un petit peu comment ça fonctionnait le marketing digital au tout début. Je suis resté quelques temps aussi là-bas, j'ai fait 5 plus 2, 7 ans chez Palm, parce que c'était aussi alors il y a eu la bulle internet en 2000 aussi où on inventait tout et plein de choses, c'était l'Eldorado. Et puis bon, on a vu que ça a explosé. Palm en a fait partie à un moment aussi, puis ils ont été attaqués par le BlackBerry à un certain moment, et puis le Windows CE, qui était la version Microsoft de ça. Voilà, et puis bon, donc ça a gentiment coulé. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de Nokia qui cherchait un e-commerce manager. Il lançait les ventes en ligne en France, et donc j'ai intégré Nokia pour lancer les ventes en ligne là-bas. Pareil, ça a été super parce que c'est alors super. Au début, on me regardait quand même, c'est qui? Bah alors, 2 secondes. Viens, on s'arrête sur Nokia. Au moment où tu intègres Nokia, on est sur cette période-là. On est en quelle année là? Là, on est, si je me souviens bien, en 2007, 2006, 2007, ouais. 2006-2007, c'est les premiers iPhones, etc. Et c'est le moment où... Pas encore les iPhones, ça a été juste après. C'est-à-dire que Nokia était le leader sur le marché de Ouais, la téléphonie avec le N95 à l'époque, entre autres. Donc tout le monde avait un Nokia. Enfin, il y avait un Nokia, il y avait un peu de Motorola en face, Ericsson, Sony Ericsson. Ericsson bien sûr. Il y avait bon quelques acteurs, mais Nokia était vendait des téléphones par palette. Et, enfin, c'était juste un très très impressionnant. Et ça a été un vrai succès. Et je dirais de la même manière que pour Palm, il y avait un peu cette arrogance du leader, parce que bah, l'iPhone est arrivé, oh ça marchera jamais, il n'y a pas de clavier, parce que chez Nokia il y avait des claviers, Exact. et même des petits claviers QWERTY. Ils n'y connaissent rien en téléphonie, ça ne fonctionnera pas. C'est quoi cette histoire après d'applications qu'on peut rajouter? Bref, ils ont... Et tu l'as précisé, tu as expliqué d'ailleurs à l'instant que c'était des anciens d'Apple chez Palm. Oui. Et je sais pas si cette anecdote est vraie, mais il y avait une anecdote de Steve Jobs, a priori, qui, au moment de lancer, du coup, avait jeté un de ses directeurs marketing ou je sais plus, directeur produit, qui voulait absolument intégrer un stylet dans un Absolument, iPhone ou je sais pas quoi. Il lui dit, mais t'as 5 stylets au bout des doigts, absolument. t'as pas besoin d'un stylet supplémentaire. Et d'ailleurs, quand l'iPhone a été lancé, je me souviens de la présentation de Steve, et il y avait effectivement un Nokia avec le stylet, le BlackBerry si je me souviens bien, et donc il disait voilà, il y a un problème, c'est que là il y a un stylet, là il y a un clavier physique qui coupe une partie de l'écran. Voilà ce que nous on va faire, on va retirer le stylet, on va retirer le clavier, vous avez un écran en entier et aux 5 doigts pour pouvoir taper. Donc c'était aussi très intéressant parce que c'était très en mutation. Il y a beaucoup d'idées que Apple a, enfin beaucoup, il y a quelques idées qu'Apple avait récupérées,
de Palm, notamment le fameux petit bouton sur le côté pour le mettre en vibreur. Ça, c'était originellement sur les Palm. Même quand il a lancé, c'était pas l'iPad, mais c'était iPod. l'iPod, merci. C'était aussi il y avait eu un produit qui s'appelait Live Drive chez Palm, qui était en fait un disque dur avec un écran, on avait sa musique, on pouvait faire plein de choses avec, c'était super. Bon voilà, c'était une époque un peu bénie et puis, faut aussi penser aux ingénieurs de General Magic, que personne connaît. Il y a un documentaire sur General Magic où en fait, on va retrouver, côte à côte les ingénieurs qui ont inventé Android et qui ont inventé iOS et qui travaillaient Ouais. ensemble. Donc, Mais toute cette ça c'est l'histoire du monde technologique parce que c'est pareil pour Apple et Microsoft. Euh, absolument. Steve Jobs et Bill Gates, voilà. Et c'est pareil dans toutes les industries. Tout le monde part d'un point de départ ensemble et 20 ans, 30 ans, 50 ans plus tard, chacun a sa boîte, chacun a pris des directions, chacun est leader plus ou moins. En fait, je me souviens que quand j'étais petit, j'avais eu l'extrême chance d'avoir eu accès à un Apple IIe. Enfin, j'avais eu comme cadeau un Apple IIe. Euh, et donc, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique et vraiment voilà, c'était pour moi War Games. Ce film a été fondateur à l'époque parce que Ok. on pouvait faire plein de choses avec ça. Et d'ailleurs, dans mes webinaires sur l'intelligence artificielle que je donne, je fais le comparatif quand on voit le protagoniste dans ce film qui instruit son ordinateur pour aller chercher de l'information et lui redonner. C'est la même chose qu'on fait aujourd'hui avec une IA, c'est-à-dire qu'on va instruire cette IA pour recevoir de l'information formatée. Hein, évidemment, il y a un gap de Bien sûr. technologique et de performance, mais c'est un peu le même principe. Et donc pour moi, voilà, me dire, avec cet outil, on peut faire, plein de choses, aussi bien, du graphisme, écrire, dessiner, penser, enfin c'était un peu une ardoise magique, très, très magique. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a intéressé et puis oui, je me souviens que quand, je partais, en Californie, quand je travaillais chez Palm, pour aller, travailler, enfin voir mes pairs, aux US, puisque tout le web était, quand même dirigé par les US. C'était aussi magique parce que j'étais dans la Silicon Valley, il y avait Microsoft d'un côté, enfin pas Microsoft, il y avait Apple d'un côté, il y avait, Silicon Graphics qu'on connaît plus, enfin plein d'acteurs et d'être, là-dedans, c'était un peu, oui, moi aussi je veux en faire partie. Bon, mais voilà, j'ai pas monté de start-up. Enfin, presque, mais pas complètement. Voilà. J'ai compris, j'ai compris. Donc Nokia. Donc tu arrives chez Nokia et qu'est-ce qui se passe alors chez Nokia? Alors, ce qui se passe chez Nokia déjà, bah, les ventes en ligne, ouais, ça va cannibaliser nos ventes avec, The Phone House, qui n'existe plus non plus. Ça va créer, enfin ça va pas être bon pour le business, quoi. Et c'est vrai que, même chez Lenovo, c'est la même chose. Au début, on regardait enfin, à cette époque-là, on regardait les ventes en ligne comme étant, des choses qui vont cannibaliser, d'une manière ou d'une autre, les ventes. Au lieu de se dire: «Bah non, on va essayer d'être intelligent». Et ça fait partie de la stratégie e-commerce, c'est qu'est-ce qu'on vend? À qui? Comment? À quel prix? Comment ça s'intègre avec les autres canaux de distribution? Alors maintenant aujourd'hui c'est voilà, c'est la règle, mais à une époque c'était, non, non, tu pas ce produit-là parce qu'il est réservé à telle personne. OK, mais est-ce que je peux avoir une autre couleur par exemple, qui ne sera pas vendue, chez lui? Lui peut avoir une autre variante. Enfin, il y avait plein d'astuces pour justement éviter cette cannibalisation. Il a fallu beaucoup de temps pour que ça rentre un petit peu dans les esprits de manière à se dire, bah, en ayant un portfolio un peu différencié, lui, il va avoir, j'en sais rien, 8 mégas de mémoire, à l'époque c'était petit, ou 16, et puis lui, il va en avoir enfin, une couleur différente, et puis lui, c'est la couleur spéciale pour, tel et tel distributeur. Puis Orange, on va leur faire, une comment? Heu,
logiciel spécifique parce qu'ils ont besoin de logiciels spécifiques. Bref, il y avait plein d'astuces. Et au début, c'était un petit peu compliqué de faire rentrer ça dans les mœurs. Et puis, quand je leur ai expliqué, bah, ça peut être aussi un laboratoire. Vous voulez pas de ce produit-là parce que vous craignez que, parce qu'il y avait chez Nokia aussi, évidemment, on choisissait le portfolio. Il y avait une tonne vraiment de produits qui nous arrivaient de Finlande. Et puis, on pouvait se dire, bah, ce produit-là, peut-être que ça peut être intéressant de le tester sur le web, voir s'il y a des ventes. Et puis, bah, si ça se vend, ah bah oui, on pourra aller voir Orange ou je sais plus, Bouygues à l'époque, ouais, ils étaient là, et puis leur dire, ou The Phone House, leur dire: «Bah, regardez sur notre site internet, ça a fait un carton, vous devriez, donner la chance à ce produit-là». Donc voilà, donc c'était, un petit peu, compliqué, mais bon, malgré tout, au bout de 3 ans, on a atteint, un chiffre d'affaires de l'ordre de 15 millions de dollars sur le site web, donc c'était plutôt pas mal. J'ai adoré travailler dans cette entreprise, aller en Finlande, à Helsinki. Et puis, j'ai vraiment, j'ai un de mes meilleurs amis maintenant, on s'est rencontrés là-bas, mais voilà, qui est un de mes meilleurs potes Génial. maintenant. Qui est finlandais? Pas du tout, qui est franco-brésilien. Franco-brésilien. Mais voilà, il y a plein de gens. Il y a des gens aussi qui ont, je pense à notamment à Gaël qui a monté euh, son entreprise ou Recycle pour la nommer. Qui a justement s'est dit avait cette conscience déjà sur l'économie circulaire. Il faut impérativement arrêter de polluer et essayer de donner un moteur pour pouvoir dire bah, j'ai ce produit là, qui va me le reprendre au meilleur prix. Donc c'est ce fameux comparateur de repreneurs de téléphone. Il y a plein de gens qui sont sortis de là, qui ont monté des entreprises et qui sont maintenant que je revois de temps en temps. Et c'était intéressant aussi parce que bah, Nokia leader, et puis on peut tomber très rapidement, quoi. Donc c'est aussi une leçon d'humilité, et de se dire, tu peux pas être premier tout le temps, Ouais. à n'importe quel prix, et fais attention aux nouveaux entrants, reste curieux encore une fois, de ce qui se fait. Parce que, on parlait pas de disruption à l'époque, mais presque. Heu, non, mais c'est vrai, et voilà, il faut faire très attention, quand on est leader ou quand ça marche, à rester humble, à toujours faire attention aux sous, ses investissements marketing, et être sûr que derrière il y a du profit. Donc c'est déjà, ça m'a appris déjà à penser à se dire: «OK, tu mais derrière, c'est quoi ton PNL? C'est quoi ta marge? C'est quoi ton profit?» Même si j'avais pas tous les chiffres parce qu'ils nous bridaient un petit peu, mais de J'imagine. manière à penser, à se dire, «Tu veux vendre ce produit, OK, mais tu es prêt à faire quoi et tu es prêt à laisser quoi pour vendre ce produit? Est-ce que c'est rentable au final? Est-ce qu'il vaut pas mieux travailler sur le volume? Est-ce qu'il faut pas mieux travailler sur, la valeur?» Enfin bon, bref. Commencer à apprendre les techniques de vente et à savoir ce que ça veut dire en termes d'impact sur le PNL. Ah, c'est clair. Ouais, non, la question c'était, toi, t'étais chez Nokia au moment où justement tout commence à se tomber. Que je suis arrivé et puis ça marchait super, N95, génial, des cartons pleins, enfin c'est tous les produits qui sortaient, c'était une demande de malade. Et puis sortie de l'iPhone. Et là, ok, on va peut-être répondre à l'iPhone avec un produit qui était pas ça, quoi, on va dire. Et puis la lente, il suffit de rater en téléphonie, suffit de rater 2 ou 3 lancements de produits et c'est mort, hein. C'est très difficile de revenir. Donc comme Apple a justement fait des lancements réussis avec le gourou Steve qui présentait, bah oui, mais c'est aussi ça le marketing. C'était plus simple. Et puis de l'autre côté, eh ben voilà, ça doucement mais sûrement périclité. Et puis un moment, nouvelle plateforme e-commerce avec beaucoup d'investissements. Je crois que c'était 5 millions de dollars à l'époque. Et puis bon, on va diviser les coûts par le nombre de pays. Et puis celui qui est plus bénéficiaire, bah la personne s'en va.
Et c'était mon cas parce qu'effectivement, absorber ce coût-là sur, juste la France avec, malgré tout un chiffre intéressant, voilà, en termes de PNL, on devient négatif. Donc je suis parti, il y a une rupture, conventionnelle. On est parti en bons termes, hein, il y a pas eu de sujet et ça a été, je crois, qu'une très, très bonne chose pour moi parce que j'ai intégré Lenovo que je ne connaissais absolument pas. Ok. J'avais un ordinateur Lenovo, mais OK, ThinkPad, je sais pas ce que c'est, et cetera. Donc je me suis un peu renseigné et puis je crois qu'ils avaient ils avaient déjà quelqu'un, en tête qui était en interne, qui est devenu un copain après. Et ça s'est pas fait parce que forcément j'avais plus de enfin je venais de ce monde-là, donc lui était plutôt commercial et bon bref ça s'est pas fait, mais il a trouvé un autre poste à l'intérieur, il était très content. Et donc j'ai intégré Lenovo, même chose, Lenovo ça faisait quoi? Peut-être, 90-95 du chiffre en indirect par, grossiste revendeur, ou, grand compte ou, voilà. Donc vente en ligne, qu'est-ce bon, donc là pareil, il a fallu, batailler et puis, heu, j'ai eu un boss exceptionnel, en la personne de John Lynch. Bon, il va pas écouter parce qu'il est irlandais, donc je suis pas sûr qu'il écoute, enfin qu'il écoutera ce podcast. Pourquoi pas? Peut-être s'il est On traduit. met, on met des sous-titres non, mais on met des sous-titres en anglais dans tous nos Parfait. épisodes. Donc John, merci beaucoup de m'avoir, fait confiance, et ça a été un boss, génial avec qui j'ai pu échanger. On avait parfois des choses qui fonctionnaient pas, où on n'était pas d'accord, mais peu importe, c'était quelqu'un qui restait ouvert, qui m'a beaucoup appris. Et ça a été vraiment génial de faire partie de son équipe. Donc il m'a fait confiance pour la France. Et puis après, en fait, il avait en tête d'ouvrir l'Europe du Sud, donc avec, Espagne, Italie et puis Portugal. Bon, ça s'est fait après qu'il soit parti. Mais c'était un super boss et puis, c'est là où j'ai rencontré aussi, Ajit, le vice-président qui est toujours en poste, heu et qui est une brute de travail, quelqu'un qui calcule la vitesse de la lumière et qui m'a vraiment appris le métier de vendeur. Enfin, en tout cas d'e-commerçant. C'est-à-dire que, toutes les semaines, on avait, cette business review, donc et il fallait expliquer pourquoi ça marchait pas, mais aussi pourquoi ça marche. Donc c'est là où rapidement, on apprend à lire les KPI très rapidement, Alors comprendre c'est ça. et comprendre là où ça Toi, fonctionne. Arnaud, tu es l'incarnation de la vente par le marketing. En fait, ton parcours, vraiment, c'est vraiment ça, parce qu'aujourd'hui, le marketing, ça doit vendre. C'est, 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 il y a même des boîtes qui ont presque plus besoin de vendeurs, quoi. Il y a plus besoin de vendeurs en e-commerce. Les sites de Ouais. e-commerce, c'est le marketing qui vend. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que avant le marketing, avant tout ça, si on n'a pas une bonne stratégie de vente et donc c'est une stratégie, Oui, mais globale qui s'inscrit dans la globalité de la stratégie de l'entreprise et vraiment qu'est-ce qu'on va vendre? Qu'est-ce qu'on veut faire avec le site e-commerce? Qu'est-ce qu'on va vendre? À qui? À quel prix? Comment ça s'intègre par rapport aux autres canaux de vente? Quelle va être la saisonnalité? Quels vont être les produits ou les gammes que l'on va mettre en avant? Et quel budget marketing? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'e-commerce? J'ai développé très récemment un outil, e-commerce, un calculateur e-commerce, qui est sur mon site internet. Je donnerai, l'adresse si ça intéresse des gens, et qui permet, en fonction d'un chiffre d'affaires, d'une marge, de certains KPI, d'investissement marketing, de bâtir son plan de vente sur l'année avec quels vont être les investissements marketing, quels doivent être les volumes de vente, à quel prix. Et c'est un outil qui m'aurait bien aidé à l'époque quand j'étais chez Lenovo parce qu'on faisait ça, à la mano sous Excel. Mais c'est un truc, magique parce que ça permet effectivement d'avoir en tout cas un guide et de se dire: «Bon là je suis en dessus, là je suis au-dessus, là je suis en dessous, il faut rattraper, de quelle manière?»
Et c'était ça qu'on faisait toutes les semaines avec Ajit et toute la cohorte de mes pairs dans les autres régions, et expliquer pourquoi ça marchait pas. Là, ta marge elle est trop haute, donc tes ventes elles sont pas en regard de ce qu'il faut. Marge trop haute, c'était pas bon. Là, ton pricing est certainement pas, il est off. Voilà, c'est toutes ces composantes là qu'on regardait avec des dashboards, et on passait au grill toutes les semaines. Et c'est là où j'ai appris à effectivement, très rapidement, en regardant un rapport de vente et un rapport de KPIs, de data e-commerce, à rapidement voir, bah oui, là le trafic il est pas bon, ou là c'est ton taux de conversion qui est trop haut par rapport à ça, et puis c'est pas sur le bon produit que tu as envoyé, et que là forcément tu vas te retrouver avec trop de volume de vente, à regarder ton stock derrière, est-ce que tu as assez de produits pour, enfin, toutes ces choses-là et puis en plus, chose qui est le véritable avantage, en tout cas concurrentiel chez Lenovo, c'est qu'on faisait vraiment des produits à façon. C'est-à-dire du build to order, du configuration to order, du CTO, comme on l'appelait. C'est-à-dire que quand on achetait un ordinateur, on allait changer l'écran, enfin, on pouvait changer l'écran, on pouvait changer le clavier, avoir un clavier QWERTY pour une raison ou pour une autre, évidemment la mémoire, le processeur, etc. Ce qui fait qu'il y avait une multitude de combinaisons possibles, Exact. et c'était branché directement euh, donc aux usines. Donc c'était d'un point de vue juste technique, pour euh, l'architecture e-commerce, c'était très compliqué. Mais c'était vraiment génial. Et donc avec tout ça, en termes de technique de vente, on pouvait se dire, bon, là, on a besoin de vendre des produits un peu plus spéqués, enfin un peu plus solides. Donc on allait dire, bah, vous avez 30% de réduction sur le prix du processeur supérieur. Exact. Donc c'est un argument massu marketing, 30%. Ah, Bien super! sûr. Ou même 50%. Sauf que sur le prix total du produit, ça faisait quelques pourcents, 5, 6, je me souviens plus, mais rarement au-dessus de 8. Donc il y avait juste 8% de réduction, et ça permettait de faire grossir les marges euh, juste par cette pirouette. Et Ouais, c'est puis mécanique. ouais, et puis l'avantage chez Lenovo, effectivement, chaque année, il y avait ce qu'on appelait le Web Summit, où donc toute l'équipe monde web se retrouvait en Caroline du Nord, à Raleigh, enfin Mauriceville pour être plus précis. Et là, pendant 3-4 jours, on avait des personnes qui venaient nous parler, des gens de Meta. J'ai eu une rencontre là-bas avec un professeur de Duke University, donc qui est dans la région de Caroline du Nord, qui s'appelle Dan Ariely, qui est franco-israélien et qui a écrit des bouquins sur le behavioral marketing. Donc, Ok. c'est en fait le marketing de comportement. C'est-à-dire comment est-ce qu'un client se comporte par rapport à des offres. Et ça apprend beaucoup parce que il va expliquer que il y a des méthodes. Généralement, sur un site internet, on va voir le good, better, best. Et d'ailleurs, quand on va prendre aujourd'hui un abonnement, vous allez toujours avoir ces 3 colonnes avec Exact. good, better, best. Et l'idée, c'est de trouver un moyen pour faire sauter les gens de, OK, moi je veux celle-là, la première, la moins chère. Ouais, mais regarde celle-là. Souvent, c'est la populaire au milieu. Et en fait, pour quelques euros de plus, bah, on a beaucoup plus de bénéfices. Et c'est ces techniques-là de behavioral marketing qui permettent de justement arriver. Alors, soit c'est plus de volume, soit c'est plus de marge, soit c'est plus de valeur. Mais c'est tous ces comportements-là, heu et c'est très, très intéressant, et donc il a écrit beaucoup de bouquins là-dessus. Vraiment, je vous enjoins à les lire, parce qu'on apprend beaucoup sur le positionnement de son offre. Bah, c'est intéressant. On va les mettre dans le descriptif. C'est cool. Ouais. Et enfin, moi, ça m'a beaucoup apporté, et voilà, et c'est des petites, techniques, et c'est pareil, récemment, j'avais une cliente qui me disait, ah oui, mais mon packaging me coûte, elle vend des crèmes, etc. Elle me dit: «Mon packaging me coûte très, très cher, je sais pas si, et puis ces histoires de droits de douane aux US, et blablabli, blablabla». Je lui dis: «Peut-être faut faire comme dans la grande distribution. Tu vends au même prix ton produit, mais au lieu que ça soit 150 millilitres, bah, ça serait être 125».
Donc c'est une petite astuce, c'est très peu perceptible par le client, Exact. finalement, mais en termes de coût, de production, bah, tu vas gagner dessus, donc fatalement ta marge va être, Exact. meilleure et ça va te permettre de te donner un petit peu de volant d'action. Voilà, parce qu'elle me disait: «Moi j'ai pas de renouvellement de produits, c'est la crème est toujours la même». Bah, change un peu le packaging, change la façon dont c'est assorti. Peut-être tu peux faire un bundle, peut-être que, pour 5 € au lieu de discounter, bah, plutôt pour 5 € de plus, vous avez le packaging, enfin vous avez la crème, la même crème mais avec la version XL en termes de package. Donc voilà, c'est toutes ces techniques de vente que j'ai apprises chez Lenovo et qui et donc quand on dit e-commerce par le marketing, oui, mais pas seulement. Il y a aussi, si on n'a pas la bonne offre qui fait mouche, et ça c'est aussi par le biais de persona et vérifier que, parce qu'il y a des gens, la personne, enfin la femme qui est tout le temps en mobilité, bah, elle va être plutôt intéressée par les petits formats voyage. Donc il faut être sûr d'avoir quelque part lui présenter cette offre de voyage. Donc Exact. voilà, il y a plein, Exact. plein de petites choses comme ça, de petites astuces, de manière à être sûr de vendre le bon produit à la bonne personne au bon prix. C'est ça, quoi. Non, J'invente rien, hein, mais c'est des non, non. trucs de base Ah, mais qui sont des paires de vue. c'est clair, c'est hyper intéressant. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, le marketing a une énorme place dans nos vies sans qu'on s'en Ouais. rende compte. Bien On s'en sûr. rend même plus compte. Et c'est ce que tu expliques, tu vois, par ce bouquin dont tu parlais, le Mmh mh. comportement. Mais Ouais, c'est vraiment un comportement qu'on a sans qu'on s'en rende compte. Et c'est derrière les boîtes, elles étudient nos ouais. comportements effectivement pour. D'ailleurs à ce sujet, alors sur LinkedIn, sur mon LinkedIn, je fais des petites capsules donc j'ai un avatar en IA qui est animé et qui présente, certains thèmes autour de l'e-commerce, mais aussi du marketing et justement j'ai demandé alors c'est devenu un copain parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur LinkedIn. Heu, il se fait appeler Johnny Tonnerre. C'est un expert marketing et justement on parlait des bouquins de Dan Ariely et je lui ai demandé de venir intervenir dans cette capsule et justement, il parle de tout ça, très, très bien. Il faut aller écouter, aller voir son LinkedIn, donc Johnny Tonnerre, facile. Je vais regarder, ouais, ouais, on va regarder ça, on va Et regarder il y a ça. plein d'anecdotes autour du marketing et comment, certaines boîtes ont tourné leur marketing de telle manière à ce que, heu, ils aient plus de ventes, ils aient plus d'awareness, ils aient plus de fidélité. Donc tous ces sujets-là, c'est très important et c'est aussi le point sur lequel j'appuie souvent, c'est que comme je suis architecte d'intérieur et que fatalement on pense à la personne dans l'espace, de manière à ce qu'elle se sente bien, qu'elle y revienne, que la fonction d'une cuisine ou d'un living ou d'une chambre à coucher, bah, voilà, elles doivent être, bien faites, elles doivent fonctionner, telle manière à ce que la personne revienne et donc c'est ce que j'essaye aussi de dire, c'est que si votre expérience client de bout en bout ne fonctionne pas, les gens vont pas revenir. Ils vont pas être ambassadeurs, ils vont pas parler de votre marque. Et va être compliqué pour vous de réacquérir des clients parce que ça coûte entre 5 et 25 fois moins cher de garder un Bien sûr, client qu'en acquérir un nouveau. ça Donc c'est pensez sûr, à ça aussi dans vos costs et dans votre PNL. On en revient toujours à la même chose, hein, c'est bien de la sûr. finance. Même si c'est pas parfois sexy, mais bon, voilà. Je devrais pas dire ça parce que mon frère est financier, donc voilà. Excuse-moi Thierry. Mais effectivement, la finance, c'est important parce que si vous êtes pas rentable, ça sert à rien. Vous mettez la clé sous la porte. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Voilà. sûr. Et ça, c'est ce que tu fais toi maintenant aujourd'hui, Arnaud. Euh, Oui, tu, absolument. tu, tu enseignes, tu consultes, tu fais des consultations. Alors, j'ai enseigné en école de commerce il y a longtemps, à l'IPAG, mais non, j'ai plus le temps de faire ça. En revanche, aujourd'hui, donc j'ai mon cabinet de conseil qui s'appelle Nexperio, où effectivement, on parle de stratégie, mais je peux aussi aider sur, des choses en implémentation, sur, je sais pas, mettre en place une nouvelle plateforme
voilà, ou discuter avec, des équipes marketing. Donc vraiment aider les entreprises à reprendre possession de leur digital et de leur e-commerce, de manière à maîtriser leur communication online. Donc ça, c'est ce que je fais. J'ai aussi des formations en IA, donc je dispense des webinaires. J'ai fait des webinaires sur, LinkedIn. Il y en a 2 qui devraient arriver là, à la rentrée sur LinkedIn, parce qu'évidemment l'idée c'est de faire des formations en entreprise et des webinaires, heu, plus particulièrement, donc vraiment aussi bien, alors c'est pas, alors oui, on va, faire le b.a-ba, comment prendre thé et cetera, les certaines règles, mais c'est surtout se mettre dans la posture de dire: «J'utilise l'IA comme un sparring partner». C'est-à-dire, ça va être la personne, l'outil qui va m'aider à avancer et pas qui va me remplacer et pas qui va faire mon truc à ma place. Ça va m'aider justement à me dépatouiller la tête, à ce que j'ai en tête, aussi bien, texte que audio que vidéo, hein, enfin qu'image surtout. Et donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire passer. Donc ça, c'est les 2 mamelles de ce que je propose, on va dire, mais aussi tout ce qui est, expérience client et comment, un client, vous allez vous occuper de lui de bout en bout. Donc voilà, ça c'est un peu les 2 choses principales. Heu, j'ai d'autres projets, donc j'aide un copain, italien qui est en train de monter un événement qui s'appelle Nova, qui va se tenir, à Milan, en 2026, mi-2026. C'est un événement autour de l'art et de l'intelligence artificielle, heu et qui va avoir velléité à aller dans les grandes villes, Paris, Londres, Munich et cetera, de manière à présenter, l'IA sous un autre angle. Donc ça va être aussi la Ah, ça a l'air hyper possibilité. intéressant, ouais. C'est génial. En plus, il y a, le curateur, c'est un architecte, japonais qui avait fait, l'exposition à Milan. Enfin bon, c'est vraiment dément. J'en parle pas plus. Vous pouvez venir me poser des questions là-dessus. On cherche aussi des partenaires. Ça On peut va être très partager, intéressant évidemment, on partagera tes informations en description du podcast. et ça peut être très intéressant pour certaines entreprises justement qui sont, sur l'IA pour, heu, constructeurs informatiques, mais pas que, peut-être même, beauté ou parce que quand on voit L'Oréal et ce qu'ils font, en IA, c'est juste démentiel. Hem, enfin en technique, en techno, plus particulièrement. Ça peut être aussi une belle plateforme pour eux pour communiquer et pouvoir rencontrer, des partenaires, des clients. Donc voilà, ça c'était la parenthèse Nova et puis, je m'occupe aussi de communautés. Alors il y a la communauté Avalon, qui est une communauté qui, aide les jeunes entrepreneurs. Donc il y a des experts ambassadeurs d'un côté qui aident ces jeunes entrepreneurs, pour parler de plein de sujets. Ça peut être la finance, la levée de fonds, le digital bien entendu. Et puis, une deuxième communauté qui est évidemment ma communauté de cœur, qui s'appelle le Café de l'e-commerce, où il y a des choses qui se préparent. J'en dis pas plus, mais il faut rester, alerte. À suivre. Voilà, et je pense que je vais prendre un petit rôle, dans cette communauté. Et une troisième communauté, là aussi de cœur parce que, bah, quand on est, comme moi senior, c'est parfois compliqué de retrouver un CDI ou même, pivoter. Donc il y a une communauté qui s'appelle Collectif Booster et donc l'idée c'est de mettre en présence des personnes qui sont en reconversion avec des entrepreneurs, des chasseurs de tête et on va essayer de construire cette communauté. Alors il y a un apéro d'entrée, hein, bon c'est à Paris, hein, tout le monde peut pas venir mais voilà. Hem, pour justement, se dire: «Bah, les personnes qui sont en reconversion, peut-être qu'un jour ils vont avoir du boulot, peut-être que dans une boîte, peut-être que cette boîte va avoir des besoins, bah, pensez justement à vos pairs, vos compagnons d'armes et compagnons de Génial. galère. Donc voilà, c'est une idée qui aussi est en train de germer. Je suis pas tout seul, je suis avec une autre personne là-dessus, que j'ai rencontré justement dans ce collectif Booster parce que c'était un programme d'un cabinet d'outplacement, mais je me suis dit: «Il faut en faire quelque chose, pousser le bouchon plus loin et pas juste on est passé et puis salut». Donc vraiment lier, et continuer à tendre le fil et tendre la main, parce que c'est important et qu'aujourd'hui, en tout cas en France, c'est assez compliqué. On est à partir de 45 ans, tu commences à devenir vieux
tu vaux plus rien ou au contraire t'es trop cher et on n'ose pas vous le dire que t'es trop cher alors qu'on est plein de sève et plein de vie et qu'on a plein de choses à partager et qu'on est parfois prêt même à baisser son salaire parce que voilà. Et c'est quelque chose qui est assez déroutant et assez inquiétant, je dirais en tout cas pour l'économie et pour le pays. On va au Japon, on va même en Allemagne, c'est pas du tout la même philosophie, non. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi. On pourrait carrément tous les fameux overqualify, C'est comme on ça, dit, c'est ça. 40 plus, 45 plus. On pourrait Ouais, c'est ça. carrément créer une économie parallèle, quoi, Je pense. pour C'est créer ça, carrément une compétition, c'est juste ça. pour rigoler, quoi. Et encore une fois, c'est ce que je dis, c'est pas parce que on a overqualified qu'on a rien à apprendre, bien au Bien contraire. sûr, c'est Mais ce qu'on se disait au début. on a aussi à transmettre et encore une fois rester curieux et C'est bref, ce qu'on se disait au départ. voilà. Les entreprises sont un Waouh, peu frileuses c'est clair, là-dessus. c'est clair, Pas c'est certaines, clair. pas Ah, toutes. c'est clair. Waouh, écoute, c'est vraiment riche, c'est vraiment super ce que tu as partagé avec nous. C'était super puissant. Ben Euh, merci, c'est sympa. on va Ça fait passer plaisir. on va passer à une petite séquence qu'on aime bien Ouais, dans Business Legends. C'est des petites questions comme ça, euh, très rapides. Donc du coup, première question que je vais te poser, quel est l'outil ou l'application dont tu ne peux plus te passer aujourd'hui au quotidien? Ça peut être un truc pro, perso, application ouais, mobile, n'importe quoi. c'est ChatGPT. ChatGPT. Eh, Parce que ça revient pas si enfin, automatiquement. pas ChatGPT, mais en tout cas l'IA, parce que j'utilise ChatGPT, Perplexity, Claude, je fais des développements sur Replit, Bolt, enfin je fais plein de choses avec. En tout cas, c'est plutôt l'intelligence artificielle. Je fais L'intelligence artificielle. énormément de choses avec. Donc voilà. Ok. Je vais te poser plusieurs questions tac au tac comme ça. D'accord. La meilleure décision que t'aies jamais prise de ta vie. Bah, il y en a eu plusieurs. Alors il y a les fameuses piques, si t'es pas content, va au marketing. Donc elle est retournée à l'école. Je suis retourné à l'école justement après les Lenovo où j'ai fait une dizaine de certifications parce que j'avais besoin de redorer le CV. Mais effectivement, là, bon, allez, la meilleure décision, c'est d'avoir monté mon cabinet de consulting, même si c'est dur, même s'il faut aller à la pêche, à la chasse du client et Bien que sûr. c'est pas évident, mais ça reste très, il y a un feu qui brûle, quoi. On se dit, c'est pour toi que tu bosses, t'es en accord avec toi-même, t'es en alignement. Donc, voilà. Mais c'est très dur. C'est vrai que c'est dur. Bah, une chose que j'aurais aimé savoir plus tôt. En fait, j'ai envie de dire, parfois, il faut se tromper pour avancer. Donc, si tu sais le truc d'avance, bah, t'as pas l'expérience du truc ou de la chute, et donc t'as pas appris. Donc, finalement, non, faut rester persévérant, mais j'ai pas vraiment de choses que j'aurais aimé savoir plus tôt. Ouais, tu préfères, préfères avancer, quoi. On Learning by, avance et on apprend ouais. Ouais, learning by je comprends. experiment. Quand on voit mon parcours, j'ai beaucoup appris sur le tas, finalement. Ouais, bien sûr. Et sur le tard aussi. Non, mais c'est vrai. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, fais-toi ta propre expérience. C'était mon frère aîné qui m'avait dit ça. Mon frère aîné m'avait dit, fais-toi ta propre expérience. C'est resté. Intéressant, intéressant. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. La dernière question pour finir. Pour toi, quelle est ta propre définition du succès? Alors, le succès, c'est pas la renommée, c'est pas l'argent, parce que ça c'est un peu du bruit, ou en tout cas ça vient avec, ça viendra. Je pense que le vrai succès, c'est un peu bateau presque, mais bon, j'ai envie de le dire quand même, c'est d'être fidèle à ses valeurs, c'est avoir pleine satisfaction de son travail parce qu'on l'a fait avec droiture, on l'a fait avec honnêteté, on l'a fait avec professionnalisme et on va en retirer la meilleure satisfaction possible. Donc, on aura, on aura eu ce succès par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on est. C'est, voilà, c'est d'être aligné avec soi. C'est un peu con, mais je vois tellement de gens qui sont pas alignés, qui font des boulots qu'ils aiment pas, qui sont tristes, qui sont pas,
Voilà. Donc, je crois que le vrai succès, c'est quand tu réussis à, à faire les choses qui sont en alignement avec toi. Pas forcément le boulot, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être plein de choses, hein. Euh, et je crois que c'est important C'est aujourd'hui vrai. parce qu'il y a tellement de burn-out, il y a tellement de gens en dépression, c'est terrible. Donc, je pense que c'est important de rester droit dans ses bottes, quoi, et d'alignement. Voilà. Avec grand plaisir. C'est gentil, merci. C'est gentil, merci. Merci à toi. Ouais. Alors, je suis très présent sur LinkedIn, donc c'est Ok. Agedge, hein, LinkedIn/in/Agedge. Voilà. Euh, ouais, ouais. Je réponds à tout le monde. Lentement, parce que parfois j'en ai beaucoup, mais généralement je réponds à tout le monde. Il y a mon site internet, nexperio.com. L'expert, ouais. Ok. On va, Vous irez voir si ça vous on va le intéresse. mettre aussi, ouais. Et puis s'il y a des personnes qui sont intéressées par l'IA, je fais donc les deux webinaires à la rentrée. C'est gratuit, hein, y a pas de, je vends rien. Je vends après pour ceux qui veulent creuser le sujet. Ah, mais c'est bien. Ça fait une expérience de découverte. Puis voilà, je suis toujours ouvert à discuter digital, e-commerce, expérience client, voilà. Et n'hésitez pas, je suis quelqu'un de très ouvert et je réponds à tout le monde. Eh ben super. Écoute, Et merci merci beaucoup. Arnaud. Merci à tous. Merci à vous qui avez écouté cet épisode sur Business Legend. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide beaucoup, à partager autour de vous et à laisser un petit commentaire, à liker évidemment. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire, un nouveau parcours, une nouvelle légende. À bientôt. Merci Arnaud. Au revoir, merci.